Nous sommes le 9 janvier 2008. La police est appelée pour intervenir dans une maison de Dundee pour une dispute. À leur arrivée sur place, les agents découvrent une femme en larmes sur la pelouse devant la résidence. Quand l'agent John Cunningham monte à l'étage, il découvre une scène absolument horrible. Sur le sol, gît le corps d'une jeune femme. Il y a du sang partout et son corps est mutilé. Aujourd'hui, je vous emmène dans une affaire qui a bouleversé toute la Nouvelle-Zélande, une affaire de jalousie, de rupture et de rage meurtrière. Bienvenue sur Dark Stories. Rendez-vous aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, vous l'avez compris évidemment, c'est un peu le mois du pays du long nuage blanc. Et cette fois, à Dundee. Dundee, c'est un coin à part en Nouvelle-Zélande. C'est une ville qui ne ressemble à aucune autre du pays. Elle est située au sud de l'île du Sud, face à l'océan Pacifique. Fondée par des colons écossais en 1848, son nom vient d'ailleurs du gaélique Dún Edún, qui signifie Édimbourg, comme la capitale de l'Écosse. Oui. Et la proximité avec le pays de l'hémisphère nord se ressent. On y trouve des bâtiments en pierre, des cathédrales et un certain attachement à la tradition. La ville possède aussi de nombreuses rues en pente raide, dont Baldwin Street, qui est d'ailleurs présentée comme étant la rue la plus pentue du monde. Mais Dundee, c'est aussi une ville universitaire, ce qui donne finalement un curieux contraste. D'un côté, on a des maisons victoriennes qui donnent l'impression d'être figées dans le siècle dernier, et de l'autre, des colocations bruyantes, des soirées étudiantes, la musique bien moderne et une énergie jeune qui déborde dans les rues. Et puis, il y a le côté sauvage. À seulement quelques kilomètres du centre, on peut se retrouver face à des falaises abruptes, des colonies d'albatros et des plages désertes où viennent se reposer des otaries. Forcément, puisque Dundee est aussi l'une des villes habitées les plus proches de l'Antarctique. Et ça, je trouve ça dingue. Alors autant quand on va à l'aquarium Kelly Starltons, on se rend compte de la proximité de la Nouvelle-Zélande avec le continent glacial, mais quand on sait que Dundee est presque la dernière ville habitée avant des kilomètres de glace, moi ça me fascine. Et c'est ici que vit Sophie Elliott. Elle est née le 11 juin 1985 dans la banlieue de Ravensbourne, à Dundee. Elle est la fille cadette de Gill et Leslie Elliott, et au passage, la seule fille de la fratrie. Elle est née alors que Gill et Leslie approchaient de la quarantaine, bien après Chris et Nick, donc ses frères qui ont respectivement 7 et 11 ans de plus qu'elle. Sophie a toujours été une jeune fille très coquette. Petite déjà, elle adorait se maquiller et danser. D'ailleurs, elle commence le ballet à l'âge de 4 ans et au bout de quelques années seulement, se lance dans différentes formes d'art, notamment au théâtre et à la musique. Leslie est très fière de sa fille. À chaque fois qu'elle voit Sophie sur scène, elle est émerveillée. Et Sophie adore cette forme d'expression. L'art, finalement, c'est un peu devenu son langage. Quand Sophie a 11 ans, son frère Nick, qui en a alors 22, décide de partir vivre en Australie. Un an plus tard, c'est au tour de Chris, 19 ans, de quitter la maison pour s'installer dans son propre appartement. Le père de Sophie, Gill, voyage souvent pour le travail, donc Leslie et Sophie se retrouvent régulièrement seules à la maison pendant de longues périodes. Et comme elles sont les seules filles de la famille et qu'elles passent beaucoup de temps ensemble, leur lien est rapidement devenu plus fort que celui d'une mère et de sa fille. Les deux se considèrent vraiment comme des meilleures amies. À l'école, Sophie est une très bonne élève. Elle est très intelligente, très appliquée et excelle souvent, pour ne pas dire toujours en fait, dans tous les domaines de sa vie scolaire. L'art, évidemment, mais aussi l'anglais, les maths. Elle est vraiment investie dans toutes les matières et ça se ressent dans ses résultats. Lorsqu'elle termine ses études au St Hilda's Collegiate School, c'est un lycée de Nouvelle-Zélande, Sophie reçoit ce qu'on appelle le Proxime Accessit Cup, une récompense attribuée au 2e meilleur élève de l'établissement. Son ancienne directrice l'a décrit comme la quintessence d'une élève de St Hilda. Et de manière générale, ses camarades parlent de Sophie comme une jeune femme aux yeux pétillants et une énergie solaire presque attractive quelque part. En 2003, elle reçoit aussi le prix de la meilleure actrice dans son lycée. Au quotidien, Sophie est fière de son apparence, peu importe où elle va ou ce qu'elle fait, elle veille toujours à être au mieux de sa forme. Elle aime se coiffer, se maquiller et accorde un soin tout particulier à ses tenues qui sont toujours pensées dans le détail.
Au lycée, en plus d'être une élève brillante et de se distinguer dans les arts et le théâtre, Sophie développe une véritable passion pour la photographie. Elle commence même à l'explorer plus sérieusement au point d'accepter un emploi à temps partiel dans ce domaine au studio photo Spectrum. Là-bas, les clients l'adorent, elle est patiente, elle s'adapte toujours à chaque demande, en plus de s'assurer que ses clients comprennent le fonctionnement de leur appareil. Elle s'y rend après les cours la semaine et les week-ends. Alors, personne ne sait comment Sophie arrive à tout caler dans son emploi du temps, mais elle y arrive. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Sophie poursuit ses études en économie à l'université d'Otago. Un soir, alors qu'elle travaille tard à l'université, un homme plus âgé vient lui parler. C'est l'un de ses professeurs, Clayton Weatherston, 33 ans. Il lui propose d'aller dîner avec lui, et Sophie accepte. Clayton naît le 9 janvier 1976 à Dundee. Il est le 3e enfant de Roger et Yulin et le 2e garçon de la fratrie, après Angela et Gareth. La famille est bien connue dans la banlieue de Green Island puisque Gareth a été président du club de rugby local et on le sait, la Nouvelle-Zélande et le rugby, c'est une grande histoire d'amour. Roger, le père, est électricien industriel indépendant. Quant à Yulin, la mère, elle tient le standard de l'école polytechnique d'Otago. Clayton, c'est un enfant plutôt tendu. Il est anxieux. Il est très sensible aux moindres changements. Mais dans l'ensemble, et malgré ça, c'est un garçon joyeux et facile à vivre. Pourtant, dès l'enfance, Clayton présente certaines fragilités. Il souffre notamment d'énurésie nocturne, c'est-à-dire des mictions involontaires pendant la nuit, bien après l'âge où on est censé avoir acquis la propreté. C'est un trouble qui, sans être rare chez les enfants, revient régulièrement dans l'historique de certains profils criminels au passage. Il a aussi une mauvaise vue et ça lui a posé beaucoup de problèmes. À 19 ans, il ne voit même pas distinctement ce qu'il y a dans son assiette et cette gêne visuelle devient une vraie source d'angoisse. Mais à l'époque, les lunettes sont pas à la mode. Autant aujourd'hui, on met des lunettes même quand on n'en a pas besoin. À l'époque, c'est pas du tout le cas et donc, il refuse d'en porter. Et il est souvent la cible de moqueries. Par exemple, lors d'un cours de mathématiques en première année, il subit une humiliation qu'il n'oubliera jamais. Il obtient 14 bonnes réponses sur 20 à un quiz et son professeur, devant toute la classe, lui lance d'un ton moqueur « Mais t'es aveugle ou quoi ?» Et cette phrase, elle s'est ancrée en lui, elle le blesse profondément. Ce genre de remarques-là, il l'encaisse pas du tout. C'est à cette période qu'apparaissent les premiers signes d'un comportement qui va s'installer durablement. Un égocentrisme fragile, une intolérance à la critique et une hypersensibilité au jugement des autres. À tel point que Clayton finit par se convaincre qu'il a plus de valeur que les autres. Et il considère normal que ça se sache et surtout que les autres s'en rendent compte. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il s'investit autant dans ce qu'il maîtrise. Et justement, malgré sa mauvaise vue et son caractère anxieux, Clayton se passionne pour le rugby. Il joue à l'aile pour le Green Island Rugby Club et son engagement porte ses fruits. Il contribue à une série de 5 années sans défaite. Sur le terrain, il est reconnu comme un joueur solide, efficace, parfois même redouté. Clayton s'entoure d'un cercle d'amis assez large, principalement constitué évidemment d'autres joueurs du club de rugby. À première vue, il semble social et bien intégré malgré, les petites choses qui le gênent au quotidien. Mais certains témoignages viennent nuancer cette image. Un ancien camarade le décrit comme profondément bizarre et explique qu'il y a quelque chose de gênant dans sa présence. Et l'anxiété chronique de Clayton continue de s'aggraver en grandissant. Elle devient un frein dans les situations de groupe. Par exemple, lors de déplacements pour des tournois de rugby, alors que toute l'équipe loge ensemble, Clayton refuse de rester avec eux. Donc sa mère l'accompagne et tous les deux réservent une chambre de motel à part, et finalement, à force, ce rituel devient une sorte d'habitude. Dormir avec sa mère, c'est la seule chose qui apaise son angoisse. Et plus les années passent, plus l'obsession de Clayton pour la réussite, ainsi que son arrogance, évidemment, deviennent de plus en plus visibles. À l'école, il ne vise plus seulement les bonnes notes, il veut des résultats parfaits, absolument parfait. La moindre imperfection devient insupportable. Il ne supporte pas l'idée de faire moins que l'excellence. Progressivement, toutes ses activités extrascolaires, y compris le rugby, passent au second plan. Il les abandonne toutes pour se concentrer uniquement sur ses études. Et cette stratégie fonctionne, il devient le meilleur élève de son établissement. Mais même cette reconnaissance ne suffit pas à le satisfaire. Il est profondément déçu par ses résultats aux examens externes. Ce sont des épreuves nationales standardisées qui déterminent en partie l'entrée à l'université.
Plus tard, il attribuera cette contre-performance à son anxiété chronique. Selon lui, le stress l'aurait paralysé et l'aurait empêché de montrer son vrai niveau. Et cette quête presque obsessionnelle de perfection finit par provoquer chez Clayton de véritables difficultés à passer ses examens dans un cadre formel. Son angoisse est telle en fait qu'il lui arrive même de vomir pendant les épreuves. Le stress pour lui, ça devient vraiment paralysant. Et à plusieurs reprises, il obtient des certificats médicaux qui lui permettent de repousser ses examens à une date ultérieure. C'est vraiment ultra présent chez lui. Mais il arrive quand même à entrer à l'université et une fois là-bas, son perfectionnisme prend encore plus de place. Clayton prend cette habitude d'abandonner tout devoir pour lequel il n'obtient pas une note parfaite. Pas une mauvaise note, non. Tout ce qui n'est pas excellent est pour lui inacceptable. Même lorsqu'il obtient un A, il abandonne le cours parce qu'il n'a pas eu un A+. Il est tellement obsédé par l'idée de l'excellence qu'il finit par abandonner l'une de ses matières principales 2 années de suite. Et ce, simplement parce qu'il ne parvenait pas à décrocher la note maximale. Et pourtant, il aurait facilement pu valider ses cours avec un A ou un A- même, puisqu'il avait eu 24 A sur 25. Évidemment, cette habitude a des conséquences, il ne termine absolument rien. Et au fil des années, l'obtention de son diplôme prend un temps anormalement long. En 1998, à 22 ans et après la fin d'une relation amoureuse de 4 ans, il décide enfin de consulter un professionnel pour essayer de mieux gérer son anxiété. Il se tourne vers le service médical de l'université. Là, il parle de ses angoisses, de ses difficultés à faire face au changement et de sa faible tolérance au stress. C'est à ce moment-là qu'un médecin lui prescrit du Prozac. Clayton reste sous cet antidépresseur pendant de nombreuses années. Et gardez bien ce détail en tête parce que c'est important. Après 6 années d'études, il obtient enfin son diplôme universitaire en 2000. Il a alors 24 ans. Et au lieu de faire une pause, il enchaîne immédiatement avec un diplôme de 3e cycle en économie. En 2003, il décroche un poste prestigieux au département du Trésor public de Wellington. Mais de façon assez inattendue, il quitte son travail au bout de seulement 9 mois. Et il revient à Dundee bien plus tôt que prévu sans aucune explication. Officiellement, Clayton explique son retour à Dundee pour des raisons de santé, mais son entourage doute quand même de cette version. Pour eux, il était tout simplement pas apprécié dans son environnement professionnel. Clayton, il faut savoir qu'il a tendance à agacer, à irriter, parfois même à mettre mal à l'aise. En mai 2004, il rencontre une femme dont l'identité est restée confidentielle. Mais la relation est un peu en dents de scie. Un soir, alors qu'elle essaie simplement de s'endormir, Clayton lui joue de la guitare dans la chambre. Elle lui demande à plusieurs reprises d'arrêter, mais il continue. En fait, il fait exprès tout ça pour la provoquer. À bout, elle pose doucement la main sur les cordes, comme pour lui dire « ça suffit ». Je répète, elle est agacée, mais elle pose doucement la main sur les cordes. Elle est patiente quand même, elle est patiente. Et là, Clayton perd le contrôle. Il saute sur elle et lui donne des coups de pied. L'un d'eux tape même dans son nez. Elle est en sang. Tout ça parce qu'elle a osé poser doucement sa main sur les cordes pour lui dire « ça suffit, je dors ». Et de manière générale, leur relation est plutôt comme ça, basée sur des sautes d'humeur incontrôlables. Ils resteront 2 ans ensemble et se sépareront en 2006. Après leur rupture, ils restent en contact sur des bases plutôt cordiales. Sauf qu'un jour, pas de chance, elle lui envoie par erreur un message assez romantique destiné à quelqu'un d'autre. Et là, Clayton explose. Il l'appelle pour lui dire qu'il est dégoûté, qu'il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Après cette explosion de colère, Clayton essaie tant bien que mal de recoller les morceaux. Un jour, il se présente directement sur le lieu de travail de son ex-compagne, en larmes, complètement effondré. Il lui dit qu'il l'aime, sa vie est un désastre, il a l'impression d'être un raté et il a besoin d'elle. Selon lui, s'il est comme ça, c'est à cause de ses problèmes d'argent, il est stressé et avec son anxiété déjà existante, c'est trop compliqué pour lui. Mais son ex-compagne, après tout ce qu'elle a vécu, elle reste ferme, elle est claire entre eux. C'est terminé et elle refuse de revenir en arrière. Et elle tient bon. Pendant cette période, Clayton achète un appartement à Dundee d'une valeur de 200 000 $ néo-zélandais, ce qui représente 103 000 €. Il obtient également une bourse de doctorat. On ne connaît pas le nom exact de cette bourse, ni les conditions précises dans lesquelles il l'a obtenue, mais ce soutien financier lui permet de poursuivre ses études tout en s'installant dans ce nouvel appartement qu'il partage alors avec sa nouvelle compagne. Mais l'argent de la bourse de doctorat s'épuise rapidement. Alors pour couvrir ses dépenses, Clayton accepte un poste de maître de conférence au département d'économie de l'université d'Otago. Et c'est là
qu'il croise le chemin de Sophie Elliott, l'une de ses étudiantes. On l'a vu, les deux se plaisent, ils commencent par dîner ensemble et très vite, ils entament une relation. Mais les débuts sont compliqués. Dès les 3 premières semaines, Sophie fait part de ses inquiétudes à sa mère. Elle se plaint du comportement de Clayton. Il répond pas à ses messages, il arrive en retard au rendez-vous, il la rappelle pas même quand il a promis de le faire. Et puis c'est louche parce que c'est quelqu'un qui aime sortir, il aime boire, il aime faire la fête, mais il refuse systématiquement qu'elle l'accompagne. Par contre, il attend qu'elle vienne le chercher après ses soirées ou qu'elle s'adapte à son emploi du temps. Parfois, elle reste sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours, et quand il finit par la recontacter, c'est à elle de s'ajuster à lui. Vous et moi, là, tout de suite, on sait pourquoi. Clayton est toujours officiellement en couple avec la femme qui partage son appartement. Mais ça, ni Sophie, ni ses proches, ni la compagne de Clayton, au passage, ne le savent. Leslie, la mère de Sophie, n'est pas du tout d'accord que sa fille fréquente Clayton. Pour elle, ces signaux sont des red flags, clairement, et c'est pas du tout un bon départ pour une relation sérieuse. De son côté, Clayton présente les choses autrement. Il dit que Sophie est devenue obsédée par lui et qu'il s'est finalement simplement laissé porter par l'attention qu'elle lui portait. Au milieu de l'année 2007, Sophie se rend à Wellington pour passer un entretien au Trésor public. Elle obtient le poste avec une embauche officielle prévue pour janvier 2008. Le travail inclut une première année de formation avec à la clé une promotion vers un poste permanent au sein de l'administration. Sauf que souvenez-vous, Clayton a lui-même déjà travaillé là-bas. Et à l'annonce de l'embauche de sa compagne, il réagit très très mal. Il est extrêmement jaloux. Elle réussit là où il a échoué, et ça c'est un problème. Alors il commence à menacer Sophie jusqu'à lui dire qu'il pourrait utiliser son réseau, donc les contacts qu'il a encore là-bas, pour faire capoter sa carrière. Vous l'aurez compris, leur relation est relativement tendue, instable, ils se séparent, ils se remettent ensemble, et cette dynamique chaotique inquiète profondément la mère de Sophie, Leslie. Elle voit sa fille brillante, douce, promise à un avenir remarquable, s'enliser dans une relation toxique avec un homme plus âgé qui alterne manipulation, autorité et menace. Pour une mère, c'est insupportable. Et la situation devient de plus en plus alarmante. Elle voit sa fille rentrer à la maison en larmes, lui jurer que cette fois c'est fini, qu'elle ne veut plus jamais revoir Clayton. Mais la semaine suivante, finalement, elle craque. Sophie se remet avec Clayton, convaincue qu'il mérite une dernière chance. À l'époque, ni elle, ni sa famille ne met encore de mots sur cette relation. Pourtant, Sophie vit l'enfer. Elle est enfermée dans un cercle vicieux, le fameux dans lequel elle se fait humilier et insulter par Clayton en permanence. Il lui dit qu'elle est grosse, qu'elle est moche, et n'hésite pas à comparer leur relation intime à celle qu'il a eue avec ses anciennes petites amies, qu'il décrit bien sûr comme bien meilleure qu'elle. À chaque dispute, il rejette la faute sur elle, il ne se remet jamais en question, et de plus en plus souvent, leur conflit tourne autour de cette obsession de Clayton pour ses performances. Vous comprenez ce que je veux dire? Il veut des compliments, il veut que Sophie lui confirme que c'est un dieu du S, il exige qu'elle le rassure sur sa valeur, il a un besoin maladif de validation qui devient carrément étouffant. Parce que souvenez-vous, Clayton a toujours voulu être le numéro 1, le numéro uno, ceux qu'on la rêve. Et il veut être le meilleur dans tout ce qu'il fait. Sauf qu'un jour, excédée par ses demandes de validation quotidiennes, Sophie finit par lui répondre franchement « Non, il n'est pas le meilleur qu'elle ait connu ». Et comme on peut s'y attendre dans ce genre de profil, cette réponse déclenche chez Clayton une nouvelle crise de colère. Il se vexe, il s'énerve et bien sûr, il rejette toute la faute sur elle. Mais cette fois, les choses vont changer. Nous sommes en fin d'année 2007. Sophie s'apprête à obtenir son diplôme. Elle a décroché son poste au Trésor public et elle se dit que c'est le moment pour elle de tourner la page. Donc, en novembre, elle met fin à sa relation avec Clayton, définitivement. Et pour fêter ça, elle part en vacances en Australie avec sa meilleure amie Jess. Elle passe quelques jours à Melbourne, chez son frère Chris, puis continue à Sydney pour retrouver Nick, l'autre frère de Sophie. Le voyage se termine en beauté sur la Gold Coast, entre plage et parc d'attractions. Pendant tout ce séjour, Sophie n'appelle Clayton qu'une seule fois. Elle veut prendre des nouvelles de lui, mais sans aucune arrière-pensée. Et au téléphone, Clayton se montre froid, méprisant, et laisse même entendre qu'il voit une autre femme. Bon, c'est juste la femme qu'il a jamais quittée, au passage. Le 15 décembre, Clayton organise une petite fête pour célébrer l'obtention de son doctorat.
et il invite Sophie, ce qui est quand même très étrange alors qu'il était méprisant quelques semaines plus tôt. Non, là c'est bon, il invite son ex-petite copine à la fête de son doctorat. Alors, j'ai bugué sur cette partie parce que du coup il est censé être avec son autre petite amie, qui, à mon avis, est présente quand même à la fête de son doctorat. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ils se sont séparés ou pas? Là, il y a une petite zone un petit peu floue, une petite zone d'ombre que je n'ai pas réussi à éclaircir. Bon, ça n'a pas de véritable impact sur l'affaire de toute façon, mais voilà, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai juste pas trouvé. Je pense que s'il invite Sophie à son doctorat, c'est qu'à ce moment-là, il n'est plus avec sa copine. Sophie vient effectivement à la fête, elle prend des photos, elle joue un peu les photographes, c'est son domaine, elle adore ça. Et près de 2 semaines plus tard, donc le 27 décembre 2007, Sophie décide de rassembler toutes ces photos et d'en faire vraiment un album spécial dédié à la remise de doctorat de Clayton. C'est fou parce que malgré tout ce qu'il lui a fait subir, elle tient à lui remettre ce souvenir en main propre, comme si finalement elle fermait le livre de leur histoire, comme si c'était une douce clôture définitive de leur relation. C'est un geste doux et très élégant, je trouve. Je pense que pour elle, c'était aussi très symbolique pour l'aider à tourner définitivement la page. Sauf que quand Sophie arrive chez lui pour lui remettre son cadeau, rien ne se passe comme prévu. Clayton l'invite à s'asseoir à côté de lui, il parle de leur avenir, il essaie de se montrer tendre, mais Sophie, elle ne lâche rien, elle est très claire. Il n'y aura pas de retour en arrière. Elle ne veut plus de relation. Dans son esprit, c'est acté. Mais Clayton ne veut pas comprendre. Il lui propose même d'aller dans la chambre. Quelle élégance! Ce à quoi Sophie refuse, elle lui répète « c'est fini ». Alors elle se lève et s'apprête à partir. Sauf que là, tout bascule. D'un seul coup, Clayton voit rouge. Il attrape Sophie, la soulève et la jette sur son lit. Sophie hurle, mais ça n'arrête pas Clayton, qui se jette sur elle. Il lui met la main sur la bouche et serre son bras autour de son cou. Sophie se débat autant qu'elle peut, mais Clayton l'écrase de tout son poids et il l'insulte de tous les noms. Finalement, Sophie réussit à se libérer et court jusqu'à la porte d'entrée. Elle l'ouvre et sort pour se rendre à sa voiture. Mais Clayton la rattrape. Il ouvre sa portière et lui hurle que quand elle revenait d'Australie, il espérait que son avion s'écraserait. Mais Sophie n'écoute pas. Elle démarre sa voiture et s'en va. Ce soir-là, Sophie écrira dans son journal « Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Clayton m'a agressée. Quand j'ai voulu partir, il est devenu complètement fou. Il m'a dit que j'étais une personne horrible, que tout le monde me détestait, que j'étais moche, qu'il ne m'avait jamais aimée. Et tout ça, pendant qu'il me maintenait de tout son poids sur son lit. J'avoue que j'étais très effrayée et très paniquée. » Et elle ne sait pas à quel point elle a raison de l'être. Après son agression et après avoir intégré ce qu'elle a vécu, Sophie raconte tout à sa mère. Ensemble, elles prennent la décision de ne rien dire à Gilles, son père, et surtout de ne pas porter plainte à la police. Parce qu'à ce moment-là, il reste exactement 2 semaines avant le départ de Sophie pour Wellington. 2 semaines avant une nouvelle vie, et une vie sans lui. Donc Sophie et sa mère se disent que bientôt, la jeune femme sera de toute façon hors d'atteinte et que ça vaut pas la peine de relancer Clayton, de l'énerver, de s'engager dans tout un tas de procédures qui vont obliger Sophie à revoir son agresseur et à revivre des moments assez angoissants. L'idée ici, c'est de disparaître, le tout sans inquiéter le père de Sophie qui aurait probablement été incapable de garder son calme. Alors, elle laisse couler. Et le 9 janvier 2008, tout semble rentrer dans l'ordre. Ce matin-là, Sophie termine ses cartons avec sa mère. Elle porte une jupe en jean, un t-shirt blanc et un petit cardigan assorti. Elle se maquille et se prépare puisque ce soir, elle doit retrouver ses amis pour une dernière soirée avant le déménagement. Le groupe a prévu de partager une pizza sur la plage. C'est un moment très difficile pour sa mère, on l'a vu, les 2 femmes sont très proches. Elles ont une relation presque fusionnelle. Finalement, dans le foyer, il ne restait plus que Leslie et Sophie et sa fille va terriblement lui manquer. Mais Sophie la rassure. Elle lui promet qu'elle reviendra souvent. Elle a même déjà réservé un billet pour Pâques quelques mois plus tard. Les 2 femmes s'embrassent, se font un énorme câlin et Sophie retourne à ses préparatifs. Sauf que quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. Quand Leslie ouvre, elle tombe sur Clayton. Avec un grand sourire, il demande si Sophie est là parce qu'il a quelque chose à lui donner. Leslie le regarde, elle est pas tranquille, elle hésite quand même, il y a de quoi. Elle se tourne alors vers sa fille qui est en haut de l'escalier. Sophie soupire, elle lève les yeux au ciel et fait un petit geste pour dire « c'est bon, elle est ok », elle accepte. Alors Leslie le laisse entrer. Mais tout de suite, Sophie demande à ce que ce soit rapide. Elle est pressée, elle a 1000 choses à faire, alors s'il veut lui dire quelque chose, ce sera dans sa chambre pendant qu'elle continue ses cartons. Leslie, elle, retourne à la cuisine, mais elle est pas tranquille.
elle a comme un pressentiment quand même. Elle sait que Sophie a été agressée par Clayton quelques jours plus tôt et elle craint que sa fille soit en danger. Ils ont quand même fait rentrer le loup dans la bergerie. Pourtant, elle les laisse seuls. Mais pour se rassurer, elle éteint la radio. La chambre de Sophie est juste au-dessus. Si elle a le moindre cri, elle l'entendra. Mais rien, pas un bruit, le silence. Quelques minutes plus tard, Sophie redescend. Elle a l'air très calme. Elle explique à sa mère que Clayton est juste assis sur son lit, il parle pas, il dit rien. Bon, c'est pas forcément plus rassurant, mais au moins il est pas agressif. Leslie, soulagée, lui dit alors de s'en débarrasser, c'est le moment. Et puis bon, Sophie a autre chose à faire. Il est probablement juste venu parce qu'il culpabilise pour son comportement de l'autre jour. Il veut peut-être se racheter. Terminons toute cette histoire sur une bonne note, et basta. Sophie remonte donc dans sa chambre et ferme la porte. Mais tout de suite après, Leslie entend un cri déchirant et la voix de Sophie affolée qui hurle « Non, Clayton! Non, Clayton !» Sans réfléchir, Leslie se précipite dans les escaliers. Sophie hurle toujours dans sa chambre. Leslie tambourine à la porte. Elle supplie Clayton d'ouvrir la porte, mais il ne répond pas. Alors Leslie redescend en courant à la cuisine. Elle attrape une brochette de viande dans le tiroir, n'importe quoi en fait qui pourrait servir de levier. Elle saisit aussitôt son téléphone et compose le 111, donc le numéro des urgences, en Nouvelle-Zélande. Elle remonte devant la chambre de Sophie. La poignée de porte de Sophie a un petit trou de sécurité, un système de déverrouillage en cas d'urgence. Il suffit d'insérer quelque chose de fin et de rigide, comme une brochette, pour l'ouvrir. Mais ses mains tremblent, elle n'arrive pas à enfoncer le pic à brochette. Et tout ce temps, derrière la porte, elle entend un son régulier, un bruit répété, et elle peut pas s'empêcher de penser que Clayton est en train d'agresser intimement sa fille. C'est la seule explication qui lui vient à l'esprit. Mais la réalité est bien plus atroce encore. Sophie est en fait allongée sur son lit, et le bruit que Leslie entend derrière la porte ne sont autres que les coups de couteau que Clayton est en train de porter à sa fille. À un moment, Leslie perçoit 2 grandes inspirations de la part de Sophie, puis les cris s'arrêtent. Mais les coups, eux, continuent. Quand Leslie parvient enfin à ouvrir la porte, elle comprend immédiatement que sa fille est morte. Clayton est à califourchon sur elle et la poignarde dans la poitrine. Il ne s'arrête même pas en voyant Leslie entrer. Il ne dit rien et il continue de la frapper de la main droite et il essaie même de fermer la porte de la main gauche. La pièce est couverte de sang. Sophie a perdu tellement de sang en si peu de temps que sa peau est devenue presque blanche. L'appel au 999 n'est pas rendu public, mais Leslie racontera plus tard qu'on pouvait y entendre ses hurlements quand elle découvre sa fille. « Il l'a tuée! Il l'a tuée !» Et ce, juste avant que Clayton ne referme la porte. Au bout du fil, l'opératrice du 111 comprend tout de suite que Sophie ne pourra pas être sauvée. Elle demande à Leslie de quitter la maison au plus vite et de se mettre en sécurité. Alors Leslie descend les escaliers, sort de la maison et court jusqu'au bout de l'allée avant de s'effondrer sur le bas-côté. Une équipe de police est envoyée sur place. C'est l'agent John Cunningham qui arrive le premier sur les lieux. Lorsqu'il a reçu l'appel, il a aussitôt pensé à une dispute. Il n'imagine pas du tout une scène de crime et encore moins un tueur armé encore présent dans la maison. Leslie lui indique où se trouve la chambre. Il monte les escaliers et arrivé devant la pièce, il entend la porte se déverrouiller. Il l'ouvre et quand il entre, il voit sur sa gauche le corps de Sophie, avec entre ses jambes une paire de ciseaux. Et il voit Clayton, debout, au bout du lit, les bras le long du corps. « Qu'est-ce que t'as fait ?»« Je l'ai tué. » Clayton ne tremble pas. Il ne crie pas. Il est parfaitement maître de lui-même. Et quand l'agent lui ordonne de s'allonger face contre terre, il obéit immédiatement. « Pourquoi tu l'as tué ?»« À cause de la douleur émotionnelle qu'elle m'a causée cette dernière année. »« Avec quoi tu l'as tué ?»« Avec un couteau. Où est l'arme ? Probablement sous elle. » L'agent lui demande alors à quoi a servi la paire de ciseaux entre les jambes de la victime. « Je les ai utilisés à la fin. » Et quand l'agent lui demande qui est la victime, Clayton répond mécaniquement « Sophie Kate Elliott, 11 juin 1985. » La scène est évidente, l'enquête n'a pas besoin d'aller plus loin, alors le lendemain, le 10 janvier 2008, Clayton comparaît devant le tribunal de Dundee et il plaide non coupable du meurtre de Sophie. Et je pense que la procédure est aussi éprouvante que la perte de la jeune femme. Le 26 mai 2008, c'est la première audience préliminaire débute. C'est Leslie, la mère de Sophie, qui prend la parole en premier. Elle revient sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu le 9 janvier 2008. Puis elle explique la relation entre Sophie et Clayton. Une relation, on l'a vu, plutôt chaotique en dents de scie et surtout une relation ultra toxique, marquée par les insultes, le contrôle et la violence. Pendant tout le témoignage de Leslie, Clayton reste impassible.
Il donne presque l'impression de s'ennuyer. Des fois, il secoue la tête pour montrer qu'il n'est pas d'accord, mais il ne réagit pas vraiment. Jusqu'à ce que son ex-petite amie soit appelée à la barre. C'est celle qu'il a eue juste avant Sophie. Celle qui lui avait gentiment demandé d'arrêter de jouer de la guitare. Pas celle avec qui il vivait pendant qu'il fréquentait Sophie. Et là, tout change. Parce que pour lui, cette ex-petite amie, c'est un soutien, une alliée. Depuis sa cellule, il lui écrit d'ailleurs régulièrement. Et dans ses lettres, il parle de son quotidien en détention, de ses conditions de vie, de son anxiété avant les audiences. Il dit apprécier les petites choses, se concentrer sur le positif. Et surtout, il lui rappelle très régulièrement à quel point son soutien compte pour lui. Mais quand elle témoigne devant le tribunal, l'image qu'elle donne de lui est tout sauf flatteuse. Certes, elle évoque la personnalité de Clayton, un homme capable d'être doux, mais aussi capable d'être brutal et imprévisible. Il peut changer d'attitude en une seconde, sans jamais montrer ce visage-là en public. Elle décrit plusieurs agressions, notamment l'épisode de la guitare, bien sûr, mais aussi une autre fois où il lui a donné des coups de pied, il a sauté sur elle avant de l'insulter et de la frapper contre la portière de leur voiture. Elle explique aussi qu'il l'humiliait souvent, verbalement, en la comparant à ses anciennes partenaires intimes. Exactement comme il le faisait avec Sophie. Pendant son témoignage, Clayton n'arrête pas de la fixer. À plusieurs reprises, il se met même à pleurer. Donc, quand on est en train de dépeindre le portrait de Sophie et de la personne qui l'a tuée, il n'a aucune émotion. Mais quand on parle de lui et que ça lui renvoie une image dont il n'a pas le contrôle, c'est un problème. Il pleure. L'ex-petite amie raconte qu'elle a parlé à Clayton 2 jours avant la mort de Sophie. Et pendant leur conversation, elle l'avait trouvé tendu. Il était en colère et il ne faisait que parler de Sophie et de son travail. Elle avait l'habitude de le voir obsédé comme ça par quelque chose, c'est pas la première fois, mais à ce moment-là, elle l'avait trouvé particulièrement inquiétant. Le témoignage suivant n'est autre que celui de Robert Alexander, maître de conférences en économie à l'université d'Otago. Et il était aussi le superviseur de Clayton. Il raconte comment en 2007, il a découvert par hasard la relation entre Clayton et Sophie. Ce jour-là, Sophie était dans son bureau quand Clayton a frappé à la porte. Pensant qu'il venait lui parler, le professeur lui a demandé de repasser plus tard. Une fois la porte refermée, Sophie s'est tournée vers lui, visiblement mal à l'aise, et a simplement dit « Je pensais que vous étiez au courant ». À ce moment-là, le professeur s'inquiète. Il y a clairement conflit d'intérêts. Clayton est aspirant chargé de cours. Sophie est encore étudiante. Et tous deux fréquentent le même département universitaire. Si leur relation devient publique, elle pourrait jeter le doute sur l'impartialité des évaluations ou sur la légitimité d'un éventuel poste pour Clayton. Pire encore, si la situation tourne mal ou si des accusations d'abus, de favoritisme, même de harcèlement émergent, l'université pourrait être accusée de ne pas avoir protégé ses étudiants ou d'avoir fermé les yeux sur une situation inappropriée. Et tout ça pourrait remettre en cause la crédibilité des décisions prises dans le département et ça entacherait non seulement la réputation de Clayton, mais aussi celle de toute l'institution. Mais Sophie, elle le rassure, elle lui dit que tout va bien, tous les deux gèrent la situation. Pourtant, peu à peu, elle commence à lui parler du comportement de Clayton. Et ce qu'elle raconte est loin d'être rassurant. Sophie décrit un homme agressif, instable et parfois même cruel. Pour la première fois à l'université, l'entourage de Clayton commence à entrevoir ce qui se cache derrière son vernis intellectuel. Quelques semaines plus tard, en octobre 2007, Clayton vient trouver le professeur Robert Alexander. Il demande si sa relation avec Sophie pourrait nuire à ses chances d'obtenir un poste permanent à l'université. Robert lui répond que c'est pas idéal, mais que ça ne devrait pas peser lourd dans la décision. Ce qui pèse contre lui en revanche, c'est sa réputation. Il n'est pas apprécié du tout. Il a déjà eu des conflits, notamment en accusant plusieurs collègues de plagiat. Clayton a en fait prétendu avoir coécrit un article avec un autre conférencier du département, mais en réalité, il n'avait absolument eu aucun rôle factuel dans la rédaction du texte. Il s'était contenté de mentionner l'idée en passant sans participer au travail de fond. Mais lorsqu'il a découvert que l'article avait été publié sans son nom, il a crié au plagiat et a même déclenché une procédure officielle. L'affaire a été portée en médiation, mais les conclusions sont claires, il n'y avait aucun fondement pour une telle accusation. Clayton n'avait aucun droit sur cet article, il n'avait fait aucune contribution et donc il n'y avait aucun motif valable. Mais Clayton ne s'arrête pas là. Peu de temps après, il accuse le chef du département lui-même d'avoir volé l'une de ses idées. Une accusation, encore une fois, infondée, qui témoigne clairement de son orgueil blessé, mais aussi de son incapacité à se remettre en question. Ce genre de comportement est révélateur.
Partout où il passe, Clayton accumule les conflits. Il se met tout le monde à dos. Il est arrogant, rigide et totalement aveugle à la manière dont il est perçu. Et dans un environnement aussi hiérarchisé et compétitif qu'une faculté universitaire, ça pardonne pas. Pendant l'audience, les blessures infligées à Sophie sont exposées et elles sont d'une rare violence. Le médecin légiste dénombre 216 plaies au total, 40 à un œil, 20 à l'autre et le reste dans la poitrine. Les coups sont si nombreux et si profonds qu'ils ont presque sectionné son cœur. C'est un massacre. Mais ce qui suit dépasse l'horreur. Dans son livre « L'héritage de Sophie », Leslie Elliott révèle des détails encore plus horribles. Après l'avoir tuée, et encore, on n'est pas certain qu'elle était déjà morte, Clayton a mutilé son corps. Il lui a coupé les oreilles, le nez et un téton. Il s'est acharné sur ses parties intimes et il a ensuite coupé une mèche de cheveux qu'il a déposée sur son visage. C'est juste horrible, parce que tout ça, c'est Leslie qui l'a vu. C'est elle qui décrit ce qu'elle a vu du cadavre de sa fille. Le 29 mai 2008, c'est officiel, il y a suffisamment d'éléments pour envoyer Clayton devant une cour de justice. Il faudra attendre le 22 juin 2009, soit 1 an et demi après la mort de Sophie, pour que le procès s'ouvre enfin. Et à mesure que la stratégie de défense devient plus claire, une ligne se dessine, Clayton va plaider la provocation. En Nouvelle-Zélande, et à ce moment-là, la loi permet à une personne accusée de meurtre de voir les charges réduites à un homicide involontaire si elle réussit à prouver qu'elle a été provoquée. Autrement dit, il faut prouver que l'acte n'était pas prémédité, mais qu'il résultait d'une réaction à une provocation. Le crime passionnel, par exemple. Et c'est sur cette faille juridique que la défense de Clayton va essayer de s'appuyer. Mais le problème, c'est que Sophie ne peut pas donner sa version des faits. Et c'est là que la stratégie de défense devient particulièrement malsaine. En fait, elle repose entièrement sur les propos de Clayton, et donc forcément sur l'idée que tout ça, c'est la faute de Sophie. Elle l'a cherché. Sophie l'aurait en fait agressée avec une paire de ciseaux et tout ce que Leslie a entendu derrière la porte n'aurait été que des insultes de la part de Sophie envers Clayton. Elle lui aurait crié « va te faire voir » et non pas « non Clayton ne fait pas ça » comme Leslie l'a dit. Vous imaginez un peu ? La famille a perdu Sophie, mais elle doit en plus se battre pour faire valoir la vérité face à un homme qui dénigre celle qui l'a tuée. C'est juste horrible. Parce que cette stratégie, elle est claire. La défense veut salir l'image de la victime pour minimiser la responsabilité du meurtrier. C'est ce qui se passe dans certains procès. Je l'ai frappé, je l'ai tué parce qu'il ou elle m'a mal parlé, il me frappe, il m'insulte. Ça arrive. C'est pas toujours faux, mais c'est pas toujours vrai non plus. On va responsabiliser l'autre pour minimiser son geste. Son avocate principale, Judith Ableitker, désigne son client comme un homme qui n'est pas normal, certes. C'est quelqu'un au-dessus de la moyenne, quelqu'un d'intelligent, de sensible, mais aussi de fragile. Et tout ça ne serait pas arrivé s'il n'avait pas été provoqué. Il a tout simplement été malmené par une petite amie capricieuse, manipulatrice et destructrice. La défense dresse le portrait d'une jeune perverse qui aurait cherché à saboter la carrière de Clayton, à le faire souffrir et surtout à le pousser à bout. Une version qui, à un moment donné, ne tient clairement pas face au témoignage. Sa mère le dit, ses amis le disent et même le professeur Robert Alexander le dit. Clayton montrait des comportements bizarres. Il devenait de plus en plus paranoïaque. Sophie essayait de s'éloigner, de mettre fin à la relation pendant que Clayton continuait de la harceler. Le 7 juillet 2009, contre toute attente, Clayton décide enfin de témoigner à la barre. Sans trop de surprise, il ne montre aucun remords. Et il se présente avec aplomb, il est très sûr de lui le gars. Et en faisant ça, il a l'impression qu'il maîtrise, qu'il charme le jury. Mais c'est pas du tout le cas. En réalité, la cour voit plutôt un homme narcissique. Mais cliniquement narcissique, c'est un diagnostic presque. Et quand il parle, il ne cherche pas à expliquer ce qu'il a fait, non. Il veut briller. Il veut convaincre qu'il a eu raison de faire ça. C'est pas lui le monstre, non. Et tout ça, il le fait sous les caméras, parce qu'en Nouvelle-Zélande, ce procès est retransmis. Les gens regardent le procès de chez eux devant leur télé. Et l'opinion publique à ce moment-là est unanime. Cet homme veut avoir raison d'avoir tué. Il parle de son enfance difficile, de ses lunettes, de son anxiété, de sa pression professionnelle, de son épuisement. Il se plaint d'avoir dû tripler sa dose de Prozac la semaine précédant les faits, donc il n'était pas vraiment dans son état normal. Puis, il en vient au 9 janvier. Selon sa version, c'était le jour de son 32e anniversaire.
Ce jour-là, il raconte qu'il est déprimé, il est fatigué et il est très stressé parce qu'il doit passer un entretien à l'université. Ce matin-là, il prend un café avec un ami, parle de ses projets d'anniversaire et consulte la page Facebook de Sophie. Et d'un seul coup, il décide d'aller chez elle. Il monte dans sa voiture avec dans sa sacoche d'ordinateur un couteau de cuisine. Un couteau qu'il prétend transporter régulièrement. Il explique qu'il va chez elle pour lui rendre quelques objets, lui dire au revoir avant son départ pour Wellington, prévu le lendemain. Avec un couteau. Voilà. Mais une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Selon Clayton, Sophie l'a attaqué, elle a pris la paire de ciseaux, et lui, il n'a agi qu'en légitime défense. Heureusement qu'il avait un couteau sur lui, dis donc. Il n'a rien prémédité, ça s'est fait d'un seul coup. Donc pour se défendre, le gars donne 216 coups de couteau, il lui mutile le visage et les organes intimes. Sacrée défense quand même. Non, rien, absolument rien dans les faits ne vient appuyer l'idée d'une légitime défense. Et sa version ne convainc personne. Le 15 septembre 2008, Clayton est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. Donc il ne pourra demander à sortir qu'à partir de 2026, soit l'année prochaine. Après la condamnation de Clayton, un débat national éclate autour de la valeur d'une défense portée sur la fameuse provocation. Beaucoup y voient une injustice flagrante parce que cette stratégie, donc celle utilisée par les avocats de Clayton, consiste clairement à faire porter la responsabilité du crime à Sophie, donc à la victime. On l'accuse clairement en fait. Et tout ça ne repose que sur les propos de son agresseur. Donc lui a un droit de parole et tout repose sur cette parole. Sophie, elle n'a pas la possibilité de le faire. Elle ne peut pas dire ce qu'il s'est passé. Alors dans la foulée, une mobilisation se met en place, des députés, des juristes, des citoyens, tous réclament l'abrogation de cette défense archaïque qu'on juge sexiste, dangereuse et indéfendable moralement. Des militantes féministes, des juristes, des travailleuses sociales ont toutes dénoncé que cette affaire révélait surtout une justice encore trop indulgente envers les auteurs de violences et trop portée sur le fait de discréditer celles qui osent enfin parler. Heather, du collectif national des femmes, a parfaitement résumé ce sentiment. Ce procès n'est pas une exception. Il reflète ce que vivent beaucoup de femmes en silence, des agresseurs qui justifient leur violence en les accusant d'avoir provoqué. C'est un peu la culture du « elle a été abusée parce qu'elle portait une mini-jupe ». Le ministre de la Justice de l'époque, Simon Power, l'a dit lui-même devant le Parlement. Cette défense ne fait que légitimer des accès de rage. Elle récompense un manque de contrôle au lieu de le condamner. Il faudra quelques mois, mais le Parlement finit par trancher. En décembre 2009, soit moins de 6 mois après le verdict, la Nouvelle-Zélande abolit officiellement la défense de provocation. Désormais, plus aucun accusé ne pourra invoquer cette excuse pour atténuer un homicide. C'est très fort comme événement, parce que c'est une forme de justice symbolique, un moyen certes tardif, mais très fort de redonner un peu de dignité à la mémoire de cette jeune femme injustement salie par la parole de son bourreau. Parce que je rappelle, pendant tout le procès, Leslie Elliott et ses proches ont dû assister impuissants à la destruction de l'image de leur fille. Sophie a été présentée comme une manipulatrice, instable, voire violente, alors qu'elle était juste la victime. Je le répète, mais ça me choque tellement. Malgré la décision du Parlement pour la famille Elliott, le mal est déjà fait, Sophie ne reviendra pas, et ce qu'ils ont dû endurer, entendre, revivre dans cette salle d'audience restera gravé à jamais, notamment sa mère qui a tout vu ce jour-là. Personne ne devrait voir sa fille mourir et surtout pas de cette façon. C'est pour parler de sa douleur qu'elle a décidé d'écrire son livre. Elle a aussi créé la Sophie Elliott Foundation avec l'objectif de prévenir et d'alerter les jeunes femmes dès le lycée sur les signes précoces de violences psychologiques ou physiques. Grâce à son programme Loves Me Not, elle sillonne les écoles, sensibilise et partage. Et ce jusqu'en 2019. Cette année-là, malheureusement, Leslie est diagnostiquée comme étant atteinte de la maladie de Parkinson. Épuisée, elle prend la douloureuse décision de fermer la fondation. Aujourd'hui encore, la famille Elliott le dit, on ne se remet jamais de la perte d'un enfant. D'ailleurs, j'apporte tout mon soutien à celles et ceux qui nous regardent et qui ont dû affronter cette terrible épreuve. Clayton a tenté à 3 reprises de faire appel de sa condamnation. 3 fois, la justice a dit non. 3 fois, les juges ont confirmé, il restera en prison. Et aujourd'hui encore, en Nouvelle-Zélande, beaucoup espèrent qu'il n'obtiendra jamais de libération conditionnelle. Non, Sophie n'a jamais été celle qu'on a décrite au procès injustement. C'était une jeune femme incroyable et brillante. Et je tiens à terminer cette terrible histoire sur elle parce que salir la mémoire d'une victime, c'est tellement lâche. C'est facile d'aller raconter sa propre version des faits en sachant pertinemment que c'est la seule qui pourra être entendue. C'est absolument pas juste
ni équitable. Sophie était incroyable, elle avait une brillante carrière devant elle, elle avait de l'amour à donner et à partager avec ceux qui le méritaient vraiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout évidemment, et sans surprise, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.